Il faut lutter contre les inégalités sociales qui préexistent à l'école. Il faut faire en sorte que l'école, surtout, ne vienne pas conforter, voire aggraver ces inégalités sociales qui préexistaient. Or, c'est ce qu'elle fait souvent, malheureusement, aujourd'hui. Monsieur le Président de la Fondation de France, chers enseignants, chers chefs d'établissement, CPE, conseillers d'orientation, assistants sociaux, infirmiers scolaires et partenaires associatifs mobilisés contre le décrochage scolaire, mesdames et messieurs qui êtes nombreux dans la salle et je vous en remercie. D'abord, merci Monsieur le Président d'avoir prononcé les mots que vous avez eus. Vous savez à quel point je tenais évidemment à être présente aujourd'hui. D'abord parce que la Fondation de France, je la connais bien. J'ai été longtemps, comme élue locale et dans d'autres responsabilités nationales, amenée à travailler avec elle. Je sais par ailleurs que c'est un fidèle partenaire de l'éducation nationale. Ça ferait déjà suffisamment de raisons. Mais il y en a bien d'autres. Il y en a au moins 620 000 autres de bonnes raisons d'être présentes aujourd'hui. 620 000. C'est le nombre d'élèves que l'on considère aujourd'hui comme en grande difficulté, qui ont décroché du système scolaire au fil des années. Je sais qu'on utilise plus souvent l'image des 140 000, mais 140 000, ça n'est que le nombre annuel de jeunes qui sortent du système scolaire sans qualification. Et ce 140 000 masque en réalité cette réalité bien plus globale du décrochage scolaire. C'est 620 000 jeunes, c'est-à-dire, pour dire les choses simplement, l'équivalent de l'ensemble de la population d'un département de la taille de Charente-Maritime. Ce constat, c'est celui qui nous réunit ce matin, celui du refus de l'échec scolaire et de la volonté partagée de tout mettre en œuvre pour permettre à chaque élève, en temps utile, de réussir. Le décrochage scolaire, vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est à la fois le résultat de causes multiples et imbriquées, des causes individuelles, bien sûr, mais qui ne doivent pas pour autant occulter les facteurs collectifs. Les facteurs collectifs qui, par conséquent, relèvent bien de notre responsabilité collective, de pouvoir public, de partenaires associatifs engagés pour construire une société plus juste. Ces facteurs collectifs de décrochage, je ne les citerai pas tous parce que vos échanges d'aujourd'hui sont précisément l'occasion d'y revenir, mais je voudrais m'attarder sur deux d'entre eux. Commencer par le déterminisme social. Faut-il le rappeler à nouveau, même si ces chiffres font mal, la France est en 26e position sur 28 pays en matière d'inégalité scolaire. Ces difficultés sociales, scolaires, s'aggravent encore pour les élèves issus de l'immigration. Ils risquent 2 fois plus que les autres d'être en échec scolaire, et les élèves issus de milieux défavorisés de manière générale ont une probabilité 1,5 fois plus élevée de redoubler que ceux qui sont issus de milieux favorisés. Plus grave encore, ces chiffres, ces inégalités sociales n'ont cessé de se creuser en France au début des années 2000. Et toutes les études montrent comment, de 2003 à 2012, le système scolaire est devenu de plus en plus inégalitaire. Concrètement, ça signifie que quand on appartient à un milieu défavorisé, on a aujourd'hui moins de chances de réussir en France qu'on en avait en 2003. Le second facteur de décrochage sur lequel je voulais m'attarder, c'est un cadre collectif qui ne prend pas suffisamment bien en compte les rythmes et les capacités des différents élèves. Car c'est bien de cela dont il s'agit quand on parle de décrochage. Décrocher, c'est ne pas réussir à suivre le groupe. C'est décrocher par rapport à une norme. Ça n'enlève rien à la valeur intrinsèque de l'élève, mais ça peut être source d'une grande souffrance pour cet élève. Le rôle de l'école, c'est bien sûr de permettre à chaque élève d'acquérir de façon pérenne un socle commun de connaissances, compétences, cultures que les élèves doivent maîtriser à la fin de leur scolarité obligatoire. Mais le rôle de l'école, c'est à mon sens aussi de tenir compte du rythme et des capacités de chaque élève pour atteindre ce socle commun. Ça n'est évidemment pas chose aisée avec 12 millions d'élèves, mais ça doit être notre objectif. C'est ce que font d'ailleurs les enseignants, je le sais, au quotidien, dans leur classe, et c'est au cœur de leur pédagogie. C'est au cœur aussi, cette capacité à s'adapter aux élèves, des dispositifs de prévention et de lutte contre le décrochage scolaire, des dispositifs relais et des actions innovantes
telles que celles qui ont pu être mises en place grâce à votre appel à projet, notre appel à projet, et dont tous les collégiens à réussir. Je me réjouis vraiment que notre partenariat Éducation nationale, Fondation de France ait permis de mettre en œuvre ces 270 projets que vous évoquiez. Ils attestent, s'il en fallait des preuves, de ce que l'innovation sociale est un merveilleux levier pour répondre aux priorités de la refondation de l'école. Je voudrais adresser mes remerciements les plus chaleureux à tous ceux qui sont dans cette salle et qui ont participé par leur action, leur engagement, leur professionnalisme à cette innovation et qui ont démontré assez brillamment qu'on peut s'inscrire dans un cadre global, dans un socle commun, dans des programmes, dans des fonctionnements d'établissement et en même temps réussir à se créer des espaces d'initiative, des espaces d'innovation. Merci d'avoir su saisir ces espaces. Je ne peux que vous inviter à poursuivre ce mouvement. La journée de l'innovation 2015, pour laquelle j'ai lancé moi-même un appel à projet à l'intention des équipes de terrain, sera là encore l'occasion de valoriser et de faire connaître ce qui fait réussir les élèves. Quand je regarde ce qu'il ressort de ces 270 projets, on y trouve des choses aussi différentes que des solutions adaptées aux élèves en situation de décrochage dans les zones de montagne, par exemple, ou encore une organisation différente du temps scolaire pour mieux s'adapter au rythme d'apprentissage des élèves, ou encore l'utilisation du numérique, de l'art, de la culture, pour remobiliser des élèves qui avaient perdu le goût de l'école. Oui, je crois vraiment qu'avec ces différentes initiatives et ces actions, vous avez sauvé bien des élèves. Et parce que vos projets répondent à un besoin, parce qu'il faut leur permettre d'éclore, pour certains de changer d'échelle, je signerai tout à l'heure une nouvelle convention avec la Fondation de France, engageant mon ministère pour 3 ans et apportant un soutien financier important à hauteur de 600 000 €. Ce nouveau partenariat avec la Fondation s'inscrit dans le cadre de la politique globale que nous conduisons en matière d'éducation et qui vise tout entière, et pas simplement dans sa dimension en lutte contre le décrochage, tout entière, dès la base, à permettre la réussite de chaque élève. Pour cela, nous avons d'abord décidé, j'en faisais le constat en parlant du déterminisme social, de lutter contre les inégalités, sans faille. Nous le faisons en réformant l'éducation prioritaire, je pense que vous suivez cela de près en ce moment, c'est une évolution majeure. Cette carte de l'éducation prioritaire était au fil des années devenue injuste, avec des empilements. Et sa révision est un outil de justice et de correction des inégalités. Mais au-delà de la révision de sa cartographie, c'est évidemment davantage de moyens qu'il nous fallait enfin donner à l'éducation prioritaire pour qu'elle produise ses résultats. Nous le faisons. Nous luttons aussi contre les inégalités en donnant la priorité au premier degré. Parce qu'on sait à quel point c'est dès le plus jeune âge que se joue la solidité des apprentissages. Alors nous mettons les moyens en face de cette priorité et sur les 21 000 postes d'enseignants titulaires créés, 14 000 sont en train de l'être pour le premier degré. Nous luttons contre les inégalités en adaptant de manière plus générale les moyens dont nous dotons nos territoires, nos académies, nos établissements, en les adaptant à la réalité de leur profil sociologique, puisqu'on sait combien est corrélée la réussite scolaire et le profil sociologique. Alors il faut, une fois pour toutes, et au-delà de la simple éducation prioritaire, donner véritablement aux établissements ce dont ils ont besoin pour faire réussir leurs élèves. C'est la réforme de l'allocation des moyens que j'annoncerai dans quelques jours. Et puis favoriser la réussite des élèves, c'est aussi bien sûr réformer le collège. Vous en savez quelque chose. Donner la priorité au premier degré tel que je viens de l'exposer implique aussi de faire en sorte que le maillon suivant, le collège, soit au service d'une politique éducative performante. On sait qu'aujourd'hui, une part trop importante de collégiens est en grande difficulté, que l'organisation actuelle des collèges n'est pas capable d'apporter des solutions à ces élèves qui rencontrent des retards significatifs à l'entrée en 6e, et que cette organisation actuelle du collège, même dans certains cas, conduit à l'aggravation de leurs difficultés.
Vous le savez, et c'est pour cela que vous avez choisi la Fondation, avec la Fondation de France, de faire porter vos projets sur le collège. Nous travaillons donc en ce moment même à une réforme de ce collège qui permette d'apporter une réponse aux élèves en grande difficulté. Il ne s'agit pas de remettre en cause le collège unique, il s'agit de le repenser de manière à concilier enfin tronc commun d'un côté et prise en charge spécifique des élèves de l'autre. Enfin, je disais que ça n'était pas la seule dimension, mais c'est une dimension évidemment essentielle. Favoriser la réussite de tous, c'est aussi repenser les dispositifs existants en matière de prévention et de lutte contre le décrochage scolaire. J'adopterai très prochainement, nous publierons très prochainement le décret que la loi de refondation de l'école avait prévu concernant le droit à un retour en formation pour les jeunes de 16 à 25 ans qui seraient sortis du système scolaire sans diplôme ou sans qualification professionnelle. C'est un texte important, c'est un moment important, il s'agit véritablement d'une nouvelle chance qui sera donnée à ces jeunes d'acquérir une qualification, soit en reprenant des études, soit en étant formés en apprentissage, en reprenant les fondamentaux dans une école de la seconde chance, en faisant une formation professionnelle pour se préparer directement à un emploi, bref, de leur proposer véritablement une palette de solutions destinées à les sortir de la difficulté. Et concrètement, tout jeune de 16 à 25 ans, sans qualification, obtiendra dans les 15 jours suivant sa demande un entretien avec un conseiller du service public régional d'orientation que nous mettons en place, comme vous le savez. Cet entretien devra permettre de lui présenter toutes les possibilités de formation qui peuvent lui être proposées et définir avec lui celle qui est la plus adaptée à son profil et à son projet. Oui, ce nouveau droit constitue un changement très important. Il nous impose à nous, pouvoirs publics, État, région, Pôle emploi, de nous organiser pour trouver des solutions plutôt que de perdre de vue le jeune en question. La lutte contre le décrochage scolaire va également se renforcer. J'en présenterai les contours dans quelques jours avec le Premier ministre, avec le ministre du Travail. Va se renforcer donc d'une véritable mobilisation interministérielle, sans laquelle je crois que rien n'est possible. L'ensemble des administrations, l'ensemble des ministères doivent être main dans la main, partenaires pour apporter des réponses à ces jeunes. La Fondation de France, d'ailleurs, a contribué très activement aux réflexions autour de cette mobilisation interministérielle et je l'en remercie. Le renouvellement de notre partenariat que nous allons signer dans un instant a été pensé en cohérence, bien sûr, avec la préparation de cette mobilisation interministérielle. Le volet préventif du décrochage scolaire, dans laquelle les enjeux de mobilisation et de remobilisation sont prégnants. C'est ce qu'on retrouve dans le document que nous allons signer ensemble. Quant à nous, pouvoirs publics, État, ministère, il nous reviendra aussi de fournir des efforts supplémentaires pour l'après, pour le raccrochage indispensable. En conclusion, Monsieur le Président de la Fondation de France, si notre partenariat n'est pas nouveau, si la lutte contre le décrochage scolaire n'est pas nouvelle, ce qui a changé, c'est sans doute la façon dont l'école l'aborde aujourd'hui et la manière dont on l'aborde tous ensemble. Plus qu'hier, l'école se sent responsable des enfants jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. Elle sait que ceux qui ont quitté le système scolaire en cours de route ne relèvent pas exclusivement d'une intervention sociale. Elle met tout en œuvre pour repérer les élèves en situation de décrochage, les ramener vers l'école, vers des dispositifs qui leur soient mieux adaptés. Et je voudrais aller plus loin encore. Non seulement l'école se sent désormais responsable des élèves dits décrocheurs, mais elle se soucie aussi des élèves au-delà de la fin de l'obligation scolaire, en participant à favoriser leur insertion professionnelle. J'agirai à ma place de ministre avec l'ensemble de la communauté éducative pour que les élèves puissent bien apprendre, qu'ils puissent bien construire leur parcours de vie sur une base solide et espérer atteindre leurs rêves. Je suis heureuse de pouvoir le faire aux côtés de partenaires associatifs auxquels, vous le savez, je crois beaucoup. Je vous remercie.